Bonsoir à toutes et à tous. Certains d'entre vous doivent se poser la question: pourquoi sommes-nous ce soir aussi nombreux en plein milieu de la semaine pour écouter un syndicaliste, un inspecteur du travail ou encore un avocat? Que se passe-t-il donc de si grave pour les salariés alors que cet accord national interprofessionnel qui nous préoccupe est pourtant intitulé « Sécurisation de l'emploi ». Pourquoi ce gouvernement de gauche est-il aussi pressé de le transcrire dans la loi en le présentant dès le 6 mars en Conseil des ministres pour ensuite engager la procédure d'urgence avec une seule lecture au lieu de 2 au Parlement? Enfin, pourquoi les syndicats non signataires de cet accord, CGT et FO, tirent la sonnette d'alarme et cherchent à mobiliser les salariés pour construire une grande journée d'action et de manifestation dans toutes les régions de France le 5 mars? C'est à toutes ces questions que l'on va tenter à 3 de répondre ensemble ce soir. En préambule, je voudrais dire qu'au cours des 10 dernières années, en tant que chef de file de beaucoup de négociations interprofessionnelles sur l'emploi ou sur le chômage, pour le compte de la CGT, ce texte est sans doute le pire que j'ai connu au regard des reculs sociaux qu'il impose aux salariés. Facilitation des licenciements économiques et sécurisation des procédures pour les employeurs. Mobilité forcée pour les salariés. Immunité juridique pour les entreprises. Remise en cause des clauses substantielles du contrat de travail ou encore mise en œuvre d'un dispositif que nous avons appelé dans la négociation chantage à l'emploi et que eux appellent maintien dans l'emploi, permettant de baisser les salaires, de remettre en cause un 13e mois, une prime, l'organisation de travail, les jours de RTT, bref. Les patrons nous proposent d'avoir des droits à géométrie variable en fonction des difficultés économiques de l'entreprise. La crise à mon dos pour les employeurs qui jettent une bonne partie du code du travail à la poubelle tout en renforçant leurs prérogatives et leurs pouvoirs au sein de leur entreprise. Jamais nous aurions pensé que le patronat serait allé aussi loin dans la destruction des droits des salariés dans un seul texte. D'autant plus que le gouvernement avait délivré aux partenaires sociaux en septembre dernier une feuille de route intitulée « Sécurisation de l'emploi ». Jamais non plus nous n'aurions imaginé qu'un gouvernement de gauche allait cautionner de tels reculs pour les salariés. On remarque aussi que dans cette négociation lancée en septembre, que celle-ci n'a réellement démarré qu'après le 15 novembre 2012, après que le patronat s'est assuré que les 20 milliards de cadeaux supplémentaires donnés aux entreprises par le biais du crédit d'impôt pour améliorer la compétitivité des entreprises n'étaient conditionnés à aucune contrepartie. Ça a été la condition pour le MEDEF pour rentrer dans la négociation. Entrons maintenant plus précisément dans le contenu de cet accord qui contient 27 articles. Tous, bien sûr, n'ont pas la même portée. Tous ne sont pas d'application immédiate. Tous ne visent pas l'ensemble des salariés. Tous les articles qui pourraient hypothétiquement viser à améliorer les droits de certains salariés ou de certains demandeurs d'emploi sont soit renvoyés à des négociations interprofessionnelles ultérieures. C'est le cas des droits rechargeables, qu'on renégociera dans la convention d'assurance chômage, de la création d'un compte personnel de formation ou à travers des accords de branche, c'est le cas des complémentaires santé ou du travail à temps partiel. Tous ces sujets sont donc renvoyés à plus tard et feront à n'en pas douter l'enjeu d'âpres négociations dont les résultats ne sont pas acquis d'avance. Si l'on veut rester juste, une seule mesure, et on en discutait avec l'avocat tout à l'heure, une seule mesure va rentrer en application normalement à partir du mois de juillet, qui est la taxation des CDD. Donc, sauf que les CDD, la taxation des CDD, sauf qu'on va écarter l'ensemble, pratiquement l'ensemble des contrats précaires. Donc, tous les contrats de plus de 3 mois
les intérimaires comme les saisonniers ne seront pas taxés. Donc, en clair, on a créé un mécanisme, mais tous les contrats précaires vont y échapper. À l'inverse, tous les articles qui visent à amputer les droits des salariés, à faciliter les licenciements et protéger l'employeur sont d'application immédiate. Plusieurs articles vont considérablement modifier le périmètre et de la négociation et des droits acquis des salariés. Par souci de simplification, j'ai ciblé 4 points de l'accord qui me paraissent plus particulièrement dangereux pour les salariés et les délégués. Premièrement, l'article 18 crée un nouveau dispositif, je l'ai dit tout à l'heure, dont l'objectif est de faire supporter par les salariés les conséquences des difficultés conjoncturelles, donc passagères, dans les entreprises. Ils appellent cela accord maintien dans l'emploi. Donc là, ça va être assez simple. Après de brèves informations fournies au comité d'entreprise sur la dégradation de la situation économique de l'entreprise, l'employeur pourra proposer pendant 2 ans maximum de baisser les salaires, de supprimer des jours fériés, une partie, voire l'ensemble des RTT, de supprimer un 13e mois, une prime, de modifier le temps de travail ou encore l'organisation de travail. Le patronat, bon joueur sur cette affaire, garantit quand même le maintien de l'ordre public social. En clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, les patrons ne pourront pas descendre les salaires en dessous de 1,2 fois le SMIC. Donc, au-dessus, on peut y aller. On ne descendra pas en dessous de 1,2 fois le SMIC. On ne touche pas au congé payé. À la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail, donc si je ne me plante pas, c'est 10 heures par jour et 48 heures semaine. Si j'ai une connerie, vous corrigerez. Enfin, on ne touche pas au 1er mai, férié et chômé, trop sacré. Mais tout le reste, j'ai bien dit tout le reste, va être possible. La seule obligation pour le patron sera de conclure un accord majoritaire avec les syndicats, ou à défaut de syndicats dans les entreprises, de rassembler une majorité de salariés qui acceptera ce recul des droits. Imaginez un peu dans quel dilemme syndicats et salariés vont se retrouver pour négocier. Je le dis, je l'ai dit pendant la négociation, pour beaucoup, ils décideront avec un pistolet sur la tempe. C'est soit ça, ou soit la porte. Ce n'est pas tout sur cette mesure. Le salarié qui refuserait l'application des dispositions régressives à son contrat de travail serait licencié pour motif qui s'apparenterait à un licenciement économique, pas de souci, mais individuel. C'est-à-dire que l'entreprise serait dispensée de toutes les obligations sociales qu'elle a sur les licenciements collectifs. Formation, reclassement, priorité de réembauche, revitalisation, etc. Donc, même s'il y a 25 ans de suppression d'emplois, les salariés, les entreprises n'auront pas à mettre de plan social. Pour éviter tout recours juridique, le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse attestée par l'accord majoritaire. Donc, aucune chance de contester le licenciement économique devant les prud'hommes. On peut y aller, bien sûr, mais il y a pratiquement 99 chances sur 100 que le juge ne casse pas l'accord majoritaire. C'est tout simplement du jamais vu. Le deuxième article dangereux, à mes yeux, pour les salariés, est l'article 15, sur la mobilité interne, que nous avons rebaptisé mobilité forcée. Là, idem, les syndicats négocieront ou négocieraient à froid, donc tous les 3 ans, un accord, encore faut-il qu'il soit majoritaire, dont le seul but serait de forcer un salarié à aller travailler sur un autre site. Vous imaginez un petit peu, de la même entreprise, bien sûr. L'accord devra déterminer les mesures d'accompagnement nécessaires à la mobilité. Les distances et le temps de trajet sont sans limite préétablies. Alors,
dans la négociation, on avait démarré. Ils avaient mis une heure et demie, 60 km, et dans la dernière version qu'ils nous ont envoyée, tout ça, ça a volé. Donc, aujourd'hui, rien n'interdirait à un employeur de proposer de transférer un salarié de Lille à Marseille ou de Brest à Strasbourg. Idem pour le temps de trajet. 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie. Donc, en clair, rien n'est écrit sur ce sujet. Alors, je le disais tout à l'heure, le journal Les Échos de ce matin explique que Parisot, la patronne du MEDEF, qui a été reçue hier à l'Assemblée nationale par le groupe socialiste, insistait devant les parlementaires dubitatifs sur le fait que les grandes entreprises avaient besoin de cette mesure. Tel que, donc vous imaginez, quand vous êtes salarié d'un grand groupe, chez Renault, chez Peugeot, chez Michelin, les dégâts que ça peut faire. Encore une fois, mon joueur, le patronat, dans la négociation, a garanti le même niveau de la qualification et du revenu du salarié sur l'autre site. Par contre, ceux qui refuseront les changements de poste ou de lieu de travail seront tout simplement licenciés, non pas pour motif économique, mais pour motif personnel. C'est donc vous qui êtes en faute, mesdames, messieurs les salariés, pas la faute de votre employeur. Imaginez un peu ce que cela veut dire pour les délégués un peu trop revendicatifs ou les salariés pas assez dociles. C'est une épée de Damoclès en permanence placée au-dessus de la tête des salariés. Moi, je vous fais mesurer aussi que ces 2 seuls articles que je viens de citer, mobilité forcée comme accord maintien dans l'emploi, remettent en cause 3 des 4 clauses essentielles du contrat de travail. Chaque fois qu'on travaille, on nous garantit au moins 4 choses. Le lieu de travail, le salaire, la durée du travail et la qualification. Là, le lieu de travail, le salaire et la durée de travail dégagent. Donc ça devient aléatoire. Il jette également à la poubelle une partie importante des droits des salariés au regard des licenciements économiques. Le 3e point dangereux à mes yeux concerne les procédures de licenciement collectif. Là aussi, alors là je vous le dis, tout va changer pour les employeurs, les salariés et les délégués. En échange d'une base d'information sur la stratégie de l'entreprise, alors ils nous ont dit qu'ils nous donneraient des éléments sur la stratégie, mais en tout cas ils sont obligés de vous donner des documents. L'entreprise, donc chaque année, les CHSCT n'auront plus la possibilité d'émettre un avis sur les conditions et l'organisation du travail dans les différents établissements d'entreprise en cas de restructuration. Donc on vous a donné des informations sur la stratégie, donc il n'y a plus de possibilité, entreprise par entreprise, de mettre en clair, de mettre une expertise pour vérifier les conditions de travail après la restructuration. Donc tout ça est renvoyé, on a renvoyé complètement leurs compétences vers une instance, alors ce qu'ils appellent eux, une instance de coordination ad hoc issue des différents comités locaux qui fera, elle, une expertise d'ensemble, loin des réalités du travail. De plus, la procédure sera encadrée dans des délais courts fixés à l'avance. Mieux encore sur les licenciements éco. Si vous, salariés délégués, ne voulez pas vous mettre d'accord avec les employeurs sur la durée et le coût de l'expertise économique, en clair, quand il y a une restructuration, on discute de l'expertise économique. Si on n'est pas d'accord avec l'entreprise, alors le comité d'entreprise devra assumer 20% de son financement. On renvoie, on dit voilà. En clair, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on nous frappe encore une fois là où ça fait mal, donc à la caisse. Donc, mieux encore sur ce sujet, au prétexte que l'employeur livre des informations sur la stratégie de l'entreprise, vous, délégués, n'aurez plus la possibilité de bloquer le déroulement de la procédure en vous abstenant de donner un avis éclairé sur les licenciements économiques. Avant,
C'est ce qu'on faisait pour gagner du temps, pour construire des alternatives. On ne donnait pas d'avis si on considérait qu'on n'avait pas assez d'éléments. Ben là, tout ça terminé. Donc, dans tous les cas de figure, l'employeur donc pourra poursuivre la procédure sans tenir compte de l'avis des représentants des salariés. Mieux encore, sur les procédures de licenciement, les entreprises auront deux possibilités de restructurer. Une, où elles chercheront à négocier un accord majoritaire avec les syndicats pour sécuriser la procédure. Là, tout est possible et tout est négociable. Le nombre de réunions, les délais préfixes pour l'expertise, les raisons économiques qui conduisent ou pas à la nécessité de restructurer, les propositions alternatives, les mesures sociales, formation, reclassement, revitalisation, primes, supralégales, etc., etc. Tout sera possible dans la négociation. Tout sera possible dans l'accord, mais attention, une fois l'accord signé, plus de retour possible en arrière. Plus de retour possible en arrière. L'accord étant majoritaire, alors il donnera toujours la possibilité à un salarié d'aller contester devant les prud'hommes, mais là encore, du fait que c'est un accord majoritaire, aucun juge ne prendra la décision de casser l'accord majoritaire. Moi je le pense. L'avocat nous donnera son point de vue. Donc, ça c'est le premier cas de figure. L'entreprise a la possibilité de faire un accord. La deuxième possibilité pour l'entreprise, c'est de procéder à ce qu'on appelle une homologation unilatérale auprès de la direction du travail. Donc là, pareil, elle demande l'avis au comité d'entreprise. Là, c'est plus simple, plus rapide. La direction d'entreprise donc envoie l'ensemble des documents économiques et sociaux à l'administration, donc à la direction du travail. Celle-ci a 21 jours pour émettre un avis. L'absence d'avis vaut acceptation. Vous imaginez, je ne sais pas, pour ceux qui ont été amenés à faire des procédures malheureusement à suivre des plans sociaux, vous avez 7 documents. Généralement, les directions du travail, alors là pareil, l'inspecteur du travail, Gérard nous donnera son point de vue, mais en 21 jours, moi, je le dis en toute honnêteté, je vois mal la direction du travail argumenter sur le fond, chercher à regarder en clair, à travers ce qu'ils ont fait, à travers l'homologation, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de contourner la définition du licenciement économique. J'ai moi-même posé la question si en négociation, alors c'était sur l'accord majoritaire, s'il y avait un accord majoritaire, si l'entreprise pouvait restructurer, dans quelles conditions l'entreprise pouvait restructurer. J'ai posé la question de savoir si elle était, la définition du licenciement économique, en clair, c'est on peut restructurer que si on est en difficulté économique ou si on a besoin de sauvegarder sa compétitivité. Là, je leur ai posé la question, moi je vous pose la question dans le cadre où l'entreprise gagne de l'argent. Est-ce qu'elle a le droit de restructurer? Et là, la question m'a été répondue, oui. S'il y a un accord majoritaire, oui. Donc, dans les deux cas de figure, moi je pense que l'entreprise aura beaucoup plus facile à restructurer. Donc, 21 jours pour émettre un avis, l'absence d'avis, donc vaut acceptation. Donc là, changement de donne. La procédure strictement encadrée par des délais préfixes. Alors, délais préfixes, c'est, on dit clairement, dès le démarrage, vous avez 2 mois, entre 2 et 4 mois pour restructurer. J'annonce la couleur, entre 2 et 4 mois pour restructurer. Donc, sur l'ensemble de la procédure, bien sûr. 2 mois pour les licenciements de moins de 100 personnes, 3 mois pour moins de 249 licenciements, 4 mois pour plus de 250 licenciements. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Moi je le dis, imaginez une seconde ce que cela veut dire en termes pratiques. Concrètement, c'est l'assurance pour le chef d'entreprise d'avoir un débat uniquement orienté vers les mesures sociales. Avec les délais impartis, les experts, comme nous, syndicalistes, ne pourront plus construire un argumentaire pour contester le bien fondé des licenciements économiques, encore moins pour construire des alternatives de ceux-ci. Je le vois régulièrement, malheureusement, dans mon secteur.
quand vous avez 100 ou 200 suppressions d'emplois, il faut des mois pour construire des alternatives. Là, tout ça, ça sera encadré et on ne pourra plus sortir de ces périodes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la possibilité de revenir sur le dossier Fralib, on en discutait tout à l'heure. Là où le tribunal a annulé après 800 jours, on ne pourra pas. 4 mois, terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est en clair, on ne pourra plus préserver notre emploi. Cerise sur le gâteau, toute contestation devant les prud'hommes en matière de licenciement économique devra se faire dans un délai d'1 an au lieu de 5 ans actuellement. Quant à la contestation de l'homologation, alors l'homologation, elle se contestera non plus devant les prud'hommes, mais là pareil, devant le tribunal administratif. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Et se fera. Et dont le jugement, généralement, sur les tribunaux administratifs, on a eu ce débat. Pourquoi tribunal administratif et pas la procédure normale devant les juges? Tribunal administratif, parce que la procédure, généralement, les juges mettent beaucoup plus de temps avant de donner un avis, c'est 3 ans en moyenne, tribunal administratif. Donc, c'est dire si le salarié devra s'armer de patience en attendant une hypothétique dédommagement. Sur les procédures de licenciement économique, moi je pense que c'est tout simplement un Big Bang qui est en train de s'opérer, qui à coup sûr, alors là c'est sûr, à 100%, facilitera les licenciements tout en protégeant l'employeur d'éventuelles contestations devant les juges. Laurence Parisot, du MEDEF, donc la patronne du MEDEF, a toujours rêvé de précariser le monde du travail. Moi je pense qu'avec cet accord, un pas de géant va être fait dans cette direction si rien ne change dans le projet de loi. Le 4e et dernier point inquiétant, mais là je ne vais pas me développer parce que je laisserai mon collègue le développer, c'est l'évitement du juge pour l'ensemble des litiges dont les prud'hommes ne pourra plus être engagé au-delà de 24 mois pour une rupture de contrat de travail et 36 mois pour une contestation portant sur des éléments de salaire. C'est 5 ans minimum aujourd'hui. Il sera possible, alors là c'est pareil, ça va changer, il sera possible de mettre fin à un litige dès l'audience de conciliation, en échange d'un versement d'une indemnité forfaitaire. Alors on s'est dit, putain, enfin, ils avancent sur le sujet, ils nous versent une indemnité forfaitaire, mais l'indemnité forfaitaire, le problème, c'est qu'elle va concerner la totalité des préjudices. Alors, gros souci qu'on a commencé à discuter de ce sujet, c'est que dans les propositions qui nous ont été faites, ils ont barémisé, donc en clair, ils ont mis un tableau, et ils ont dit, voilà, en fonction de l'ancienneté, vous avez le droit entre 2 et 14 mois maximum. Pas plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est entre 6 et 36 mois. Donc, en clair, on va diviser par 50% au moins les indemnités et les dommages et intérêts qui étaient versés à travers les juges. En clair, l'objectif alors, on s'est bagarré pour pas avoir ce tableau, cette barémisation. Et là, l'objectif affiché, on le pense, dans cette négociation sur la barémisation, c'est de faire en sorte que, même si en conciliation, le salarié refuse, c'est que, malheureusement, le juge en tienne compte en cours d'appel, lorsqu'il y aura le jugement. On tiendra compte du barème. Malheureusement, la vie fera qu'on retiendra les 2 à 14 mois d'indemnité. Moi, je pense que c'est tout simplement la garantie pour l'employeur d'éviter une lourde sanction financière. On s'organise pour l'immunité judiciaire des entreprises. Vous avez compris, ce projet de loi que nous propose, issu fidèlement de l'accord du 11 janvier, constitue une régression sociale sans précédent pour les salariés. Moi je le dis, c'est sans précédent. C'est également un pari très osé pour le gouvernement au regard des objectifs qui s'assignent. L'emploi.
Mais, moi je le dis, en quoi la facilitation des licenciements va-t-elle favoriser l'emploi? C'est une question quand même. Pourquoi, en facilitant, on va créer plus d'emplois? Le MEDEF a donc obtenu satisfaction sur la plupart des mesures de flexibilité qu'il réclamait. Mais, comme je disais, jamais la flexibilité n'a favorisé l'emploi. Ce n'est pas le contrat de travail qui crée l'emploi, c'est l'activité. On l'a dit, redit, mais la preuve, la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui est l'une des mesures emblématiques de la flexibilité réclamée par le MEDEF au cours de ces dernières années, on compte aujourd'hui, alors ça avait été mis la rupture conventionnelle en 2008, on compte aujourd'hui 1 million de procédures depuis 2008, elles sont en passe de devenir le premier mode de licenciement dans notre pays. Alors que cette mesure, souvenez-vous, était initialement destinée à favoriser la mobilité. Alors on nous l'avait vendu comme ça, la mobilité des salariés d'une entreprise à une autre. Résultat des courses, on a 80% des salariés qui vont, suite à une rupture conventionnelle, à Pôle emploi. Moi, je dis tout simplement, ce n'est certainement pas de cette manière que le gouvernement parviendra à inverser la courbe du chômage, comme s'y était engagé le président de la République. J'observe d'ailleurs que François Hollande, au détour d'une conversation au Salon de l'Agriculture à Paris, commence à préparer l'opinion pour repousser cet objectif à 2014. Donc, moi qui suis l'assurance chômage, je ne vois pas au nom de quoi le chômage reculerait avec des mesures comme ça. Donc, le gouvernement s'est pressé bien sûr de légiférer puisqu'il adopte la procédure d'urgence, mais pourquoi un tel empressement, vous allez me dire? Alors, sans doute espère-t-il prendre les salariés de court avant qu'ils mesurent la portée réelle de cet accord, mais surtout, moi je pense qu'il y a aussi les nouvelles règles de représentativité syndicale qui doivent s'appliquer incessamment sous peu. Or, cet accord, signé par des organisations représentant une minorité de salariés, mais encore, après la mise en place des nouvelles règles de représentativité, 2 des signataires sur 3 seront hors jeu. Donc il y en a 3 consignés, CFDT, CFTC, CGC. La CFTC ne sera plus représentative au niveau interprofessionnel. La CGC ne sera plus qu'un syndicat catégoriel, donc représentatif des cadres uniquement. Les 2 syndicats qui ont refusé de signer l'accord du 11 janvier, en l'occurrence nous et FO, représenteraient à eux seuls plus de 50% des salariés. La mesure exacte de la représentativité de chacune des organisations, d'ailleurs, doit être dévoilée fin mars. On comprend mieux, 1. La procédure d'urgence, l'empressement du gouvernement à aller vite, mais rassurez-vous, on entend déjà que les décrets d'application de la loi, parce que comme on devait l'avoir fin du mois, ça nous aurait permis de peser dans le débat parlementaire, on est en train de nous expliquer, en tout cas de faire mûrir cette idée, que les décrets d'application de la loi sur la représentativité ne seront pas signés avant l'été. On va repousser les décrets d'application, au nom du respect de la démocratie sociale, sans aucun doute. Donc, vous voyez bien que le gouvernement, veut aller vite, écarte, je ne sais pas. Le projet de loi présenté donc le 6 mars en Conseil des ministres est fidèle de l'accord. Donc là, pareil, on a regardé un peu le projet. Il est fidèle à l'accord. Le ministre d'ailleurs du Travail l'avait bien confirmé. Par contre, rien ne dit que les députés, moi je le dis, rien ne dit que les députés vont cautionner sans broncher un tel matraquage des droits des salariés, à tel point que ce texte est en infraction avec plusieurs normes internationales. On aura peut-être l'occasion de le développer. La CGT d'ailleurs, on l'a dit partout, la CGT ne se privera pas d'exercer ultérieurement les recours qu'elle jugera utiles si nécessaire. Dans les conditions de la négociation d'aujourd'hui,
La validité d'un accord est forcément conditionnée à la signature du MEDEF. Si les députés, comme on les pousse à s'interdire d'exercer leur droit à amendement, cela reviendrait à octroyer au MEDEF un droit de veto sur la loi. C'est clair. On attend, moi je pense, je le dis quand même, on n'a pas voté à gauche, on attend quand même autre chose d'un gouvernement de gauche. Ce n'est pas les partenaires sociaux, on est quand même en droit d'attendre quand même ça. Attendez, on a voté à gauche pour sortir Sarko, on se retrouve avec un texte que Sarko avait rêvé. Donc, ce n'est pas, et nous on le répète, ce n'est pas les partenaires sociaux qui doivent faire la loi. Ce sont les parlementaires. Si la loi est mauvaise, moi je continue à dire que c'est les parlementaires qui assumeront la responsabilité de la régression des droits des salariés. C'est cela que nous dirons aux parlementaires de gauche partout dans les territoires. Et moi je vous invite à le dire partout. Leur rappeler que c'est nous qui les avons élus, pas le MEDEF qui a ouvertement soutenu et la droite et les accords de compétitivité et Sarkozy. Moi je pense que maintenant il faut qu'on parle mobilisation pour des salariés le 5. On a lancé l'initiative. On n'a pas d'autre choix de construire un rapport de force qui fasse réfléchir ceux qui nous gouvernent comme ceux qui font les lois. Toutes les conditions sont réunies pour avoir un 5 mars puissant. La CGT et FO invitent donc les salariés à se mobiliser massivement, mais aussi Alain l'a dit, la FSU, Solidaire et d'autres, le MNF, l'UNEF et d'autres organisations. Il y a même certains, et je le dis, il y a même certains CFDTistes qui rejettent aussi l'accord signé par leur confédération et qui appellent aussi à manifester le 5. Vous l'avez compris, la présence de tous, moi je pense que la présence de tous est nécessaire le 5 mars. Plus nous serons nombreux dans la rue, plus la loi sera revue et corrigée. Moi j'en suis persuadé. Vous connaissez la chanson, et Alain l'a dit avant moi, seules les luttes qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Stéphane Hessel, qui vient de nous quitter, à qui je rends hommage, qui était l'âme et la force d'un combattant, il se plaisait à nous dire « indignez-vous ». Moi je pense qu'aujourd'hui, face à la situation, il faut informer, il faut expliquer, il faut rassembler, et il faut se mobiliser. Donc moi je pense que le 5 mars doit être puissant pour adresser un premier avertissement au gouvernement. Voilà.